Bonsoir à toutes et à tous, puisqu'il y a des tous quand même, heureusement, il y a quelques messieurs. Voilà, donc au départ, j'ai accepté de parler de la science par les femmes hier et aujourd'hui, qui était le titre qu'on m'avait proposé. Et puis je me suis rendu compte que c'était une entreprise bien au-dessus de mes forces, d'autant plus que je ne suis pas non plus historienne, je ne suis pas sociologue. Je n'ai pas les chiffres nécessaires pour vous présenter quelque chose de, de scientifiquement valable en parlant de toutes les sciences et de tous les pays. Donc, j'ai beaucoup réduit mes ambitions et je vais vous parler surtout des femmes en France et surtout de l'astronomie. L'astronomie étant une branche de la physique, évidemment, nous faisons partie, et un peu des mathématiques aussi, ça dépend des disciplines, des domaines, eh bien, nous sommes rattachés aussi à la Société française de physique, à la Société française de mathématiques. Donc, nous avons, je dirais que le cas de l'astronomie est assez général du cas de la physique. Et en physique, il y a des domaines où il y a encore nettement moins de femmes qu'en astronomie. Donc, nous ne sommes pas les plus mal lotis. Alors, en fait, actuellement en physique, de manière globale, il y a à peu près 20 à 25% de femmes dans la recherche en physique et environ 10% de femmes seulement dans la recherche en mathématiques. Quand je parle de la recherche, je parle aussi bien des chercheurs à plein temps du CNRS que des chercheurs à mi-temps et enseignants à mi-temps des universités qui, en général, font un plein temps de recherche et un plein temps d'enseignement et qui travaillent encore plus que les autres. Voyez, donc 10% en mathématiques en 2016, c'est pas beaucoup, et 20 à 25% en physique. Donc, on va détailler un petit peu ces chiffres plus loin. Et pendant longtemps, très longtemps, jusqu'au XXe siècle, les femmes n'étaient pas censées travailler, n'étaient pas censées avoir un métier. Et pourtant, dès la fin du XVIIe siècle, nous trouvons quelques astronomes, alors très très peu, mais il y en a quelques-unes. Et ce que je vais vous raconter au début de mon exposé concerne les astronomes de l'Observatoire de Paris. Et c'est basé sur un article que m'a donné Suzanne Desbarbas, qui est une astronome retraitée maintenant, mais encore très très active, en particulier en histoire de l'astronomie, justement, et en histoire de l'Observatoire de Paris. Alors d'abord, nous rencontrons Jeanne Dumay. Jeanne Dumay, née en 1660, et en 1680, donc elle n'avait que 20 ans, elle a rédigé pas vraiment un livre, mais enfin, disons, un traité sur les entretiens sur l'opinion de Copernic touchant la mobilité de la Terre. Donc, à l'époque, bien sûr, on parlait d'astronomie, on ne parlait pas encore d'astrophysique, c'est-à-dire que c'était surtout l'astronomie était surtout une science basée sur les mouvements, et en particulier, bien sûr, les mouvements des planètes autour du Soleil. Donc, c'était ce que nous appelons maintenant plutôt de la mécanique céleste. Mais voilà, donc vous voyez, il y a une femme qui a travaillé sur des thèmes astronomiques dès 1680. Ensuite, bien sûr, la marquise du Châtelet, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, qui a fait un travail très important, puisqu'elle a traduit en français et en rédigeant en même temps des commentaires sur les Principia de Newton. C'est un ouvrage de physique extrêmement difficile à comprendre et elle a réussi, si elle l'a traduit, bien sûr, c'est qu'elle l'avait compris avant. Encouragée par Voltaire et plusieurs mathématiciens, elle a réussi à publier cette traduction en 1759. Mais comme c'était une femme, elle a été refusée à l'Académie des sciences, parce qu'on a beau comprendre les travaux de Newton de manière détaillée, écrire des commentaires et être une excellente physicienne, une femme à l'Académie des sciences, non, à l'époque, ça n'était pas pensable, et on a mis bien longtemps à ce que ça le devienne, plus de 200 ans, vous voyez, après elle encore. Ensuite, il y a eu 3 femmes qui étaient alors calculatrices au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'elles faisaient des calculs. Elles étaient bonnes en mathématiques, elles faisaient des calculs, puisqu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de machine à calculer, donc on faisait des calculs très compliqués. Et ces 3 femmes ont travaillé avec Jérôme Lalande, le célèbre astronome.
Donc tout d'abord, il y a eu celle qu'on connaît en général sous le nom de Nicole Reine-Lepaute, qui s'appelait initialement Nicole Reine et Table de la Brière, qui vivait donc, qui a vécu toute sa vie au XVIIIe siècle et qui a fait de très nombreux calculs. En particulier, elle a calculé les perturbations de la comète de Halley pour l'astronome Clairaut. Clairaut était un astronome de l'Observatoire de Paris et il voulait prédire la date du retour de la comète de Halley. La comète de Halley est une comète qui revient à peu près tous les 70-72 ans. Elle est passée près de la Terre vers 1985 ou 86, je ne sais plus très bien, début 86, je crois. Donc, elle reviendra 72 ans plus tard. Il n'y en a pas beaucoup dans cette pièce qui seront encore là, mais peut-être quelques-uns. Et donc, ça, c'était en 1759. Ensuite, elle a prédit, en faisant des calculs, hein, pas avec une boule de cristal, elle a prédit l'éclipse de soleil de 1764. Et puis, elle a aussi calculé les éphémérides d'objets célestes. Et éphéméride, c'est un terme qui est encore utilisé, d'ailleurs, à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, justement, IMCCE, qui fait partie de l'Observatoire de Paris. Eh bien, à cet institut, on calcule les éphémérides chaque année, c'est-à-dire les positions de tous les corps du système solaire, enfin tous ceux pour lesquels on peut faire des calculs, jour après jour, heure après heure. On peut aller voir dans les éphémérides où va se trouver dans le ciel la Lune le 25 avril à 18h45. Je dis n'importe quoi. Voilà, donc elle avait les capacités mathématiques pour calculer les éphémérides. Et jusqu'en 1780, elle a calculé de nombreuses éphémérides, justement, qui servaient ensuite aux astronomes pour faire leurs observations, parce qu'il fallait qu'ils sachent dans quelle direction pointaient leurs lunettes ou leurs télescopes. Et donc, voilà. Ensuite, il y a eu une deuxième astronome, on peut l'appeler astronome, qui a travaillé avec Lalande, qui a vécu aussi un grand amour avec Lalande. Et de ce fait, elle a commencé à acquérir des connaissances astronomiques. Et puis, Lalande l'a initiée au calcul et elle a aidé Lalande dans ses calculs. Donc, c'était Louise-Élisabeth Félicité Dupierry, née Pourrat de la Madeleine. Bon, elles ont des noms un peu compliqués et difficiles à retenir. Vous voyez qu'elle a vécu de nombreuses années, 1746 jusqu'en 1830. Et elle a fait de très nombreux calculs à partir de 1779 avec Lalande, en l'aidant dans ses calculs. Évidemment, elle est oubliée, Lalande, on en parle toujours. Et puis la troisième, c'était Marie-Jeanne Harley, qui ensuite s'est appelée, alors Amélie, je pense que c'était son troisième prénom, mais elle l'a adopté, Lefrançois de Lalande, qui était considérée comme la nièce de Lalande, mais qui était peut-être en fait sa fille naturelle, qui a épousé un neveu de Lalande, dont Michel Lefrançois, en 1788, et qui a aussi fait de nombreux calculs. Alors elle, ce qu'elle a calculé, c'était les tables horaires pour l'abrégé de navigation de Lalande, puisque vous vous doutez bien qu'à l'époque, les marins avaient aussi besoin de pouvoir repérer leur position sur la terre, enfin sur la mer, en fonction pour savoir la latitude et la longitude du lieu où ils étaient. Et pour cela, ils avaient besoin de connaître les positions des étoiles dans le ciel pour se repérer par rapport aux étoiles. Donc, elle a calculé, elle aussi, des tables pour Lalande. Et puis, elle a collaboré avec son mari, donc Michel Lefrançois, au grand catalogue d'étoiles de Lalande qui comprenait 50 000 étoiles. Donc, ce grand catalogue était constitué des positions de 50 000 étoiles, ce qui est quand même pas rien, parce que à l'époque, on faisait tout à la main. On faisait les observations, bien sûr, à l'œil, en mettant son œil à la lunette. Et ensuite, on notait tout à la main et on fabriquait un catalogue à la main. Donc, un catalogue de 50 000 objets faits à la main,
Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Moi, je travaille facilement avec des catalogues de plusieurs millions d'objets parce que j'ai un ordinateur, mais 50 000 objets traités à la main, j'avoue que j'ai du mal à l'imaginer. Et alors tout à l'heure, en cherchant quelques détails sur Wikipédia, donc je suppose que c'est vrai, mais je préfère en général aller chercher dans des sources un petit peu plus sûres, j'ai trouvé qu'elle avait 3 enfants et qu'elle leur avait donné à tous les 3 des prénoms en honneur de l'astronomie. Il y avait Caroline, en l'honneur de Caroline Herschel. Caroline Herschel, je n'en parlerai pas parce qu'elle n'était pas française, mais c'était une astronome anglaise qui a beaucoup aidé son frère William Herschel. William Herschel et son fils John Herschel sont passés à la postérité. Caroline Herschel, on en parle beaucoup moins, et pourtant, elle était là tous les soirs, dehors, dans le froid, avec son frère, pour faire des observations. Ensuite, le deuxième enfant de Marie-Jeanne Harley, c'était Isaac, en l'honneur d'Isaac Newton, bien sûr. Et puis, le troisième enfant, c'était Uranie, la muse de l'astronomie, enfin le symbole de l'astronomie. Donc voilà, c'était certainement quelqu'un qui aimait aussi beaucoup l'astronomie. Et puis, le Code Napoléon a un peu arrêté tout ça, c'est-à-dire que les femmes de 1804 à 1870 n'ont quasiment plus le droit de travailler. Elles étaient sous tutelle de leur père ou de leur mari, et elles n'avaient plus le droit de faire ce qu'elles voulaient. Et il a fallu attendre la Troisième République pour que les femmes puissent recommencer à faire des études. Très peu après, en 1880, Camille C a créé les lycées pour jeunes filles. Donc il y avait bien sûr les lycées pour garçons et les lycées pour filles qui n'ont pas été mixtes pendant très longtemps. En 1881, donc juste l'année suivante, on a créé l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, qui à l'époque formait des jeunes filles pour devenir institutrices. Ensuite, cette école est devenue, je dirais, plus élitiste au fur et à mesure que le niveau aussi moyen des élèves augmentait. Et cette école a formé ensuite des professeurs pour l'enseignement secondaire, puis des professeurs toujours et aussi des chercheurs ou enseignants-chercheurs. Et puis, à la fin du 19e siècle, l'université s'est ouverte aux femmes. Donc, les femmes ont pu commencer à faire des études. Maintenant, des études scientifiques, toujours pas beaucoup. Jusqu'en 1939, en astronomie, les seuls postes qui étaient ouverts étaient des postes dans les observatoires. Donc il y avait l'observatoire de Paris, qui était le plus grand, mais il y avait aussi certains observatoires dans des villes de province. Mais on ne pouvait être astronome que dans un observatoire. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Et donc les échelons à gravir pour tous les astronomes et surtout pour les femmes, c'était d'abord collaborateurs non rémunérés. Donc on en trouve un certain nombre qui ont commencé leur carrière pendant des années comme collaborateurs non rémunérés, et en particulier les femmes, justement, parce que si elles étaient mariées, elles avaient un mari qui gagnait sa vie, donc pourquoi les payer? Elles travaillaient gratuitement. Ensuite, si elles avaient, je dirais pas de la chance, mais enfin si elles travaillaient bien, elles arrivaient quand même à obtenir le grade d'assistant. Donc assistant, c'était vraiment le grade le plus bas, mais on était quand même rémunéré cette fois. Et puis ensuite, les différentes étapes, c'était aide astronome, astronome adjoint et enfin astronome titulaire. On va voir des exemples de femmes qui ont fait toute leur carrière dans l'astronomie sans jamais réussir à devenir astronome titulaire, par exemple. Donc c'était là aussi chaque fois un parcours d'obstacles pour arriver à obtenir une promotion. En 1939, a été créé le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et donc il y a eu davantage de postes qui se sont ouverts pour les hommes comme pour les femmes, c'est-à-dire qu'il est devenu possible d'être astronome ou chercheur en astronomie, puis ensuite en astrophysique, chercheur à plein temps, sans dépendre d'un observatoire, ou bien on pouvait être dans un observatoire mais être chercheur du CNRS. Donc ça a multiplié les possibilités pour les hommes comme pour les femmes de faire de l'astronomie. Alors à l'Observatoire de Paris s'est développé à partir de la fin du 19e siècle un bureau de calcul qui était exclusivement occupé par des femmes. Alors
d'après ce que j'ai lu, c'est parce que les femmes étaient plus soigneuses, elles étaient plus dociles aussi, c'est-à-dire que si on leur donnait des calculs à faire et puis à refaire, eh ben, elles les refaisaient. On n'avait pas besoin non plus de les payer énormément, donc elles avaient des salaires inférieurs à ceux des hommes. Donc là, vous avez une photo prise à la fin du 19e siècle du bureau de calcul de l'Observatoire de Paris. Et à l'Observatoire de Paris, il y a eu donc l'amiral Mouchet à partir de 1885, qui était à l'époque donc directeur de l'Observatoire de Paris, qui a créé une opération internationale qui s'est appelée la carte du ciel. La carte du ciel, ça voulait dire qu'on allait prendre des photographies avec des plaques photographiques, c'est-à-dire des plaques en verre, des photographies de tout le ciel. Et ça, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Photographier le ciel, déjà, c'était difficile. Avant, ça n'était pas possible parce qu'il fallait des plaques photographiques suffisamment sensibles pour être impressionné par la lumière des étoiles. Et la lumière des étoiles, c'est quand même pas grand-chose. Donc, on a commencé, bien sûr, par faire des photos de jour. Et ensuite, on a réussi à sensibiliser les plaques photographiques suffisamment pour, en les chauffant, en les traitant avec différents produits, on les a sensibilisés pour arriver à photographier le ciel, donc à prendre des photos de nuit. Et à partir de 1887, à l'Observatoire de Paris, on a pris des plaques photographiques, donc des images du ciel. Et bien sûr, ensuite, ces plaques photographiques, il fallait les exploiter. Et donc, il y a eu un bureau des calculs qui était donc entièrement féminin et qui était dirigée par Dorothea Klumpke. Dorothea Klumpke, en fait, c'était une Américaine. C'est la première femme qui a été embauchée à l'Observatoire de Paris vraiment en tant qu'astronome. Les autres, c'était un peu les petites mains qui faisaient les calculs, mais elles n'étaient pas considérées comme astronomes. Donc, elle a été embauchée comme astronome et elle a été la première femme docteur ès sciences à la Sorbonne en 1893. Donc ça, c'est là aussi une grande première. Et ça devait être une femme tout à fait remarquable parce qu'elle est l'auteure de nombreuses publications. Elle a même obtenu un prix de l'Académie des sciences, sans y rentrer bien sûr, mais enfin quand même, un prix de l'Académie des sciences, et elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur. Donc cette dame dirigeait le bureau de calcul de l'Observatoire de Paris. Elle l'a fait pendant un certain nombre d'années. Et elle a fait en même temps ses propres recherches. Ensuite, nous avons, toujours dans la course aux premières, Edmée Chandon. C'était la première femme reçue première à l'agrégation féminine de mathématiques. Alors, non, quand l'agrégation de mathématiques a été créée, je crois que les femmes n'y étaient pas admises. Je ne suis pas historienne, donc il peut y avoir des points où je dis des choses dont je ne suis pas très sûre. Mais en tout cas, elle a été première. Non, ça n'a peut-être pas été à l'agrégation féminine de mathématiques, c'était forcément une femme qui était première. Mais disons qu'elle a été première, en tout cas, à l'agrégation féminine de mathématiques, et elle a été embauchée de ce fait à l'Observatoire de Paris. Elle a soutenu une thèse en 1930, donc vous voyez, il y a quand même un décalage, puisque c'était 1893, maintenant on arrive en 1930. Elle a soutenu sa thèse en 1930 et elle a réussi quand même à atteindre le grade d'astronome adjoint, c'est-à-dire l'avant-dernier niveau, ce qui, pour une femme, était déjà considéré comme très bien. Ensuite, il y a eu Rose Bonnet. Alors, je les ai présentés dans l'ordre chronologique de leur naissance, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre particulier. Rose Bonnet, elle m'a posé des problèmes. J'ai cherché sa photo sur Internet partout. Mais évidemment, si on tape Rose Bonnet, même si on tape Rose Bonnet astronome, on a des bonnets roses. Alors, j'ai eu des centaines de propositions de photos de bonnets roses et je n'ai jamais trouvé de photo de Rose Bonnet. Il en existe certainement, mais voilà. Et à l'Observatoire de Paris, on n'a pas pu m'en fournir non plus. J'ai demandé à la bibliothécaire de l'Observatoire de Paris. On n'est même pas sûr de la date de son décès. Donc, voilà, je suis désolée, les renseignements sur Rose Bonnet sont un peu imprécis. Mais en tout cas, elle a soutenu une thèse, elle aussi, en 1945. Et elle a été nommée astronome adjoint la même année. Donc,
c'est encore un cas de femme qui a réussi à être astronome adjoint, mais elle a terminé sa carrière vers 1959 sans jamais réussir à passer astronome titulaire. Et donc, elle a quelque part eu un regret, un très grand regret de ne pas avoir eu cette promotion qu'elle estimait méritée. Et elle est partie voilà, de manière un peu triste parce qu'elle n'avait pas été promue au grade qu'elle pensait mériter. Ensuite, encore moins bien, je dirais, il y a eu Marguerite d'Azambuja, je le prononce à la française, qui a fait toute sa carrière à l'Observatoire de Meudon. Donc, il y a l'Observatoire de Paris. Je ne vous ai pas parlé de l'Observatoire de Meudon. En fait, c'est le même établissement, Paris, Meudon et même Nançay, en Sologne, où il y a un grand radiotélescope. Simplement, ce sont 3 sites différents. Et donc, à Meudon, il y a un observatoire qui comprend aussi de très nombreux chercheurs, qui a été créé plus tard, puisque l'Observatoire de Paris date du XVIIe siècle et l'Observatoire de Meudon du XIXe. Et donc, Marguerite d'Azambuja est restée toujours l'assistante de son mari, Lucien d'Azambuja, jusqu'en 1959, elle aussi, sans passer de thèse, sans vraiment faire de travail de recherche qui lui soit propre. C'était simplement l'assistante de son mari, mais enfin, elle a quand même fait un travail aussi d'astronome. Et puis, dans la même veine, nous avons Raymonde Dubois-Chevalier, donc, qui était elle aussi, qui a elle aussi travaillé de nombreuses années avec son mari Pierre Dubois, sans passer de thèse. Alors, elle est quand même devenue, parce qu'elle avait participé à tellement de travaux, elle est quand même devenue membre de l'Union astronomique internationale, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui est une sorte de société savante, mais alors internationale, qui regroupe tous les pays où il y a de la recherche en astronomie. Donc, c'est une énorme structure qui comprend actuellement plus de 10 000 membres. Et en 1936, Raymonde Dubois-Chevalier est devenue membre de l'Union astronomique internationale, ce qui est quand même quelque chose d'important. Mais là aussi, elle n'a pas vraiment fait carrière. Elle effectuait essentiellement des travaux d'aide à son mari et des tâches de service. Alors ensuite, nous rencontrons Renée Canavaggia, qui, elle, a vécu très longtemps, tout le XXe siècle. Elle a commencé par faire des licences à la fois en philosophie et en mathématiques. À l'époque, c'était peut-être plus courant que maintenant, quoique maintenant ça arrive de temps en temps aussi. Et puis, en 1936, elle est devenue chef de travaux du bureau de physique stellaire, de statistique stellaire, à l'Institut d'astrophysique de Paris, donc là où je travaille. Et elle a soutenu une thèse en 1945. Et c'est la deuxième femme, on va voir la première dans un instant, la deuxième femme qui, en 1966, est devenue astronome titulaire. Donc ça, c'était un grand pas en avant. Et pour la petite histoire, Renée Canavaggia, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je lui ai parlé au téléphone à l'époque où j'étais étudiante et où je voulais faire de l'astronomie. Je connaissais absolument pas d'astronome, mes parents non plus, on ne savait pas du tout où s'adresser, il n'y avait pas de site internet pour aller chercher les noms des astronomes. Et j'en ai parlé à une amie de mes parents qui travaillait au CNRS, mais dans l'administration. Elle a cherché, elle a trouvé le nom de Renée Canavaggia et son numéro de téléphone. Elle me l'a donné et elle m'a dit, voilà, appelle Renée Canavaggia. Moi, je lui ai dit, je ne la connais pas, je ne peux pas faire ça. Si, appelle-la. Alors, c'était dans les années 70, donc elle était déjà plus très jeune, elle était même probablement déjà retraitée, mais enfin, j'ai eu une dame tout à fait charmante qui m'a conseillé de faire de l'électronique ou de l'optique pour faire de l'astronomie. Je n'ai pas vraiment fait ni l'un ni l'autre, mais voilà, donc quand je suis tombée sur son portrait et sa biographie, ça m'a rappelé des souvenirs. Donc Renée Herrmann, elle, ça a été la première femme astronome titulaire. Elle a commencé par une licence de sciences et puis elle a été première à l'agrégation de sciences physiques en 1941. Elle a soutenu une thèse en 1944 et donc elle a été nommée astronome titulaire en 1965. C'était la première à être nommée astronome titulaire. Vous voyez, un an avant Renée Canavaggia. Renée Canavaggia, c'est 1966 et
René Hermann, c'est 1965. Alors, c'était aussi une astronome qui avait des collaborations internationales, ce qui, à l'époque, ne se faisait pas encore énormément. Et elle a utilisé toutes les nouveautés technologiques qu'elle pouvait trouver pour faire avancer son travail plus vite. Donc, c'était quelqu'un de très moderne et qui cherchait toujours à développer des idées nouvelles et des méthodes nouvelles. Et donc, elle a laissé un très bon souvenir à l'Observatoire de Paris. Donc, ces femmes de l'histoire de l'Observatoire, je ne les connaîtrais pas sans Suzanne Desbarbas, qui a écrit un article tout à fait intéressant sur les femmes de l'Observatoire de Paris. Alors, je ne vais pas vous parler des femmes de l'Observatoire de Paris actuellement, parce qu'il y en a évidemment énormément, mais on va voir maintenant un petit peu ce qui se passe du côté des femmes. D'abord, à l'Académie des sciences. Eh bien, à l'Académie des sciences, la première femme admise, vous vous en souvenez peut-être, c'était en 1979, il n'y a vraiment pas longtemps. Ça veut dire que jusqu'en 1979, aucune femme n'a pu faire partie de l'Académie des sciences. Et la première femme admise à l'Académie des sciences, c'était une mathématicienne, Yvonne Choquet-Bruat. Et actuellement, il y a moins de 10% de femmes à l'Académie des sciences, en 2016. Donc, vous voyez, le chemin est encore long. Alors, nous avons quand même 4 femmes astronomes qui sont membres de l'Académie des sciences et dont nous sommes bien sûr très fiers. La première, ça a été Nicole Capitaine, qui travaillait en mécanique céleste et donc qui a été élue en 1997 à l'Académie des sciences. Ensuite, Françoise Combes, en 2004. Elle est maintenant professeure au Collège de France, tout en étant membre de l'Académie des sciences. C'est quelqu'un de très remarquable qui a formé un nombre incroyable de doctorants et d'étudiants de tous les niveaux qui travaillent sur les galaxies, donc les propriétés des galaxies. Une galaxie, c'est quelque chose qui ressemble à la Voie lactée, ou non d'ailleurs, elles ne sont pas toutes pareilles. Disons, c'est un ensemble de quelques millions à quelques milliards d'étoiles, et on arrive à observer des galaxies très très loin dans l'univers. Et donc, Françoise Combes observe les galaxies, travaille sur les propriétés des galaxies et sur la formation des galaxies, et en particulier sur les interactions de galaxies, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque 2 galaxies passent l'une près de l'autre. Elle a fait beaucoup de simulations numériques, donc de calculs, où chaque galaxie est représentée par un certain nombre de points massifs, et puis on regarde, lorsque les points se rapprochent, lorsque les 2 galaxies se rapprochent, on regarde comment le système évolue et la forme du système évolue, et qu'est-ce qui se passe lorsque les étoiles sont redistribuées à l'intérieur d'une galaxie par l'interaction des galaxies. Françoise Combes, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, je la connais bien, et c'est quelqu'un à qui on peut envoyer un mail à peu près à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Alors la nuit, il m'arrive rarement d'envoyer des mails parce que moi je dors, mais je ne suis pas sûre qu'elle dorme, et elle répond dans les 5 minutes ou dans le quart d'heure qui suit. Enfin, c'est quelque chose d'absolument hallucinant, et elle est d'une efficacité tout à fait remarquable. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir un mari, 3 enfants, des petits-enfants. Enfin bon, voilà, c'est juste quelqu'un d'exceptionnel. Je la connais beaucoup mieux que Nicole Capitaine, c'est pour ça que je parle mieux d'elle, mais je suis sûre que Nicole Capitaine est aussi remarquable que Françoise Combes, simplement je l'ai moins croisée. Catherine Césarski a été élue à l'Académie des sciences en 2009. C'est aussi quelqu'un de tout à fait remarquable. Elle a été d'abord directrice d'un gros laboratoire au CEA à Saclay, un gros laboratoire qui a construit des satellites et des caméras, en particulier vers la fin des années 70. C'est le laboratoire où ont été fabriquées les premières caméras CCD françaises qui ensuite ont été montées sur des télescopes pour faire des images non plus sur des plaques photographiques, mais de manière digitale. Ensuite, Catherine Césarski a été longtemps directrice générale de l'ESO. L'ESO, ESO, c'est European Southern Observatory, c'est-à-dire l'Observatoire européen pour l'hémisphère sud. C'est un organisme européen
qui ne dépend pas de la communauté européenne de Bruxelles, hein, mais qui regroupe une dizaine de pays d'Europe et qui a été créé pour construire des télescopes dans l'hémisphère sud. Donc ESO, c'est le S de ESO, parce que dans l'hémisphère sud, pendant très longtemps, il n'y avait pas de télescope. Parce qu'en fait, l'astronomie, c'est un petit peu une science de riches quand même, c'est-à-dire que c'est avant tout dans les pays développés qu'on a commencé à construire des télescopes, hein, et la plupart des pays développés se trouvent dans l'hémisphère nord. Donc il y a eu des télescopes en Europe, aux États-Unis, et puis ensuite dans différents pays. Et dans l'hémisphère sud, les astronomes européens n'avaient pas accès directement à des télescopes dans l'hémisphère sud. Donc en 1900, alors je ne sais plus très bien, 69 je crois, a été signé un accord entre, à l'époque, 5 ou 6 pays d'Europe pour construire des télescopes au Chili et pour créer un organisme européen dont le siège est à Garching, à côté de Munich, donc en Allemagne. Et c'est devenu, au fil des années, un énorme... quelque chose de très grand, puisque d'abord il y a eu la création de l'observatoire de La Silla, qui est à 600 km au nord de Santiago. Le Chili, c'est un pays tout en longueur, donc Santiago, c'est à peu près au milieu. 600 km au nord de Santiago, on a l'observatoire de La Silla, où ont été construits une dizaine de télescopes, dont 2 grands télescopes à l'époque, c'est-à-dire des télescopes dont le miroir principal fait 3,50 m et 3,60 m de diamètre. Donc à l'époque, dans les années 70-80, c'était des grands télescopes. Ensuite, l'ESO toujours a construit un deuxième observatoire dans la fin des années 90, qui était encore 600 ou 800 km plus au nord, donc en plein désert d'Atacama, dans une région très très sèche, ce qui est bien sûr un avantage parce que la probabilité de pluie est très faible. Il ne pleut jamais d'ailleurs, il n'y a que des cailloux. Là, il y a quand même très peu de nuages. Et donc il fait beau une grande partie de l'année. Et pour observer avec des télescopes en lumière visible, bien sûr, on a besoin qu'il fasse beau. Et donc elle a dirigé pendant je ne sais plus combien d'années, elle a été directrice générale de l'ESO, qui maintenant a ouvert un 3e site, alors à 5000 et quelques mètres d'altitude dans la cordillère des Andes, sur un haut plateau, un site tout à fait exceptionnel, avec cette fois-ci non plus des télescopes en lumière visible ou infrarouge, mais des antennes radio qui fonctionnent aux longueurs d'onde entre l'infrarouge et la radio, donc ce qu'on appelle le submillimétrique et le millimétrique, qui sont des longueurs d'onde où il est particulièrement difficile d'observer parce que la vapeur d'eau de l'atmosphère absorbe ces radiations. Donc à 5500 mètres d'altitude, dans un désert très sec, on s'affranchit de la plus grande partie de la vapeur d'eau terrestre et donc on peut observer beaucoup mieux. Et puis Catherine Cesarski, après avoir été longtemps directrice donc, de l'ESO, a été élue à l'Académie des sciences. Et puis la 4e femme astronome, c'est Anne-Marie Lagrange, beaucoup plus jeune, qui travaille à l'Observatoire de Grenoble et qui travaille sur les exoplanètes. Les exoplanètes, c'est une branche assez récente de l'astronomie, qui a 21 ans maintenant, puisqu'on a fêté les 20 ans de la première découverte d'une exoplanète l'année dernière. Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. Alors pendant très longtemps, on s'est dit le système solaire n'a aucune raison d'être unique. Le système solaire, c'est une étoile avec des planètes qui tournent autour. Il y a certainement des planètes autour d'autres étoiles. Simplement, c'est très difficile d'arriver à détecter une planète qui brille très très peu à côté d'une étoile qui brille beaucoup. Donc il a fallu inventer des méthodes et des instruments susceptibles d'appliquer ces méthodes pour détecter des exoplanètes. Et donc Anne-Marie Lagrange a fait sa thèse
à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, moi, j'étais jeune chercheuse et elle était doctorante. Et j'ai souvenir d'avoir passé du temps avec elle à l'observatoire de la Silla, justement, au Chili, en janvier, donc en plein été austral. Elle rédigeait son son dossier pour être candidate à devenir chercheuse au CNRS. Et moi, je l'aidais, je relisais, je corrigeais tout ça. Et puis maintenant, elle va dépasser, c'est très bien. Donc, elle est à l'Académie des sciences depuis 2013. Alors, si on va voir l'Union astronomique internationale dont je vous ai parlé, si on regarde le nombre de membres, je vous ai dit plus de 10 000. Bon, il y en a actuellement 10 317, ça change régulièrement, dont 2098 femmes. Donc, vous voyez, presque 17% de femmes. C'est quand même pas la moitié, hein, 17%, c'est pas beaucoup, c'est même pas 20%. Et en plus, la répartition est très, très inégale suivant les pays. Alors, si on prend les pays, disons quelques pays où il y a beaucoup de femmes, on trouve l'Argentine, 39%, record absolu, la Bulgarie, 36%, l'Ukraine, 29%, la Serbie, 28%, la France et l'Italie, 26%, donc vous voyez, on n'est pas du tout en tête, le Brésil, 22%, la Croatie, la Russie, les États-Unis, 14%, c'est pas beaucoup. Et quand j'ai commencé ma carrière, quand j'allais à des conférences internationales, il n'y avait quasiment aucune femme américaine. Donc, il y a un petit progrès. On a commencé à voir des femmes américaines, des jeunes femmes américaines dans les conférences internationales, je dirais dans les années 90, et même plutôt fin des années 90. Donc maintenant, elles sont un peu plus présentes, mais bon, vous voyez, 14%, c'est pas beaucoup. En Allemagne, c'est encore pire, 12%. Et au Japon, n'en parlons pas, 7%. Donc il y a très peu de femmes. Alors on peut présenter ces résultats aussi de manière différente, parce que là, j'ai pris quelques pays comme ça un peu au hasard. Certains pays présentent des statistiques qui n'en sont pas, parce que quand il n'y a que quelques membres, évidemment, on va dire qu'il y a 20% de femmes s'il y a 10 personnes. Bon, bah oui, ça n'a pas grand sens. Par contre, j'ai une amie astronome en Espagne qui m'a donné ce joli petit diagramme. Et elle a fait le calcul en comptant uniquement les pays qui ont 190 membres, donc membres de l'Union astronomique internationale. Et donc, pour ces pays-là, c'est l'Ukraine qui gagne cette fois. Donc, vous voyez, l'Ukraine, 28%. Et puis, la France, 26%. Donc là, on n'est pas si mal. Si on regarde uniquement les pays qui ont de nombreux membres. Puis ensuite, vous avez l'Espagne, la Russie, le Royaume-Uni, l'Australie, pardon. Et puis ensuite, un certain nombre de pays. Et vous voyez, ça descend à 8%. Bon, après, ce n'est pas 1% près. Moi, les chiffres que j'ai pris là, ce sont les chiffres qui sont actuellement donnés par l'Union astronomique internationale. Disons qu'à 1% près, ils doivent être bons. Et ils ne changent pas énormément d'une année sur l'autre. Et c'est bien dommage. Alors, par contre, il y a des femmes présidentes de l'Union astronomique internationale, en particulier Catherine Cesarski, dont je vous ai déjà parlé, qui a été présidente de l'UAI entre 2006 et 2009. Donc, vous voyez, je crois que c'est au moment où elle a cessé d'être directrice générale de l'ESO, je n'ai pas les dates, qu'elle est devenue, peut-être en même temps, je ne sais pas, parce qu'elle est capable de cumuler, elle aussi, beaucoup de choses. Elle est devenue présidente de l'UAI. Actuellement, vous voyez, après quelques années sans femme entre 2009 et 2015, actuellement, de nouveau, nous avons une femme mexicaine, Silvia Torres Peimbert, qui est présidente de l'Union astronomique internationale, et la vice-présidente, qui deviendra présidente en 2018, est également une femme des Pays-Bas, donc Ewin van Dieschuk, qui sera présidente de 2018 à 2021. Donc, ce n'est pas si mal. Et actuellement, d'ailleurs, c'est intéressant parce que tous les ans, il y a une grande réunion de tous les dirigeants de l'UAI, donc l'Union astronomique internationale, suivie d'un cocktail. Et comme mon mari est producteur de champagne, je fournis le champagne pour le cocktail de l'UAI. Donc, je suis invitée à ce cocktail. Enfin, j'y serais peut-être autrement, mais tout le monde n'est pas invité. Mais enfin, j'ai la chance d'être invitée à ce cocktail. Et cette année, pour la première fois, la présidente
était une femme, la vice-présidente était une femme, le secrétaire général était un homme et la secrétaire générale adjointe était une femme. Donc il était très content parce qu'il nous a dit « je suis entourée de façon permanente par 3 femmes » et pour une fois, ça met un petit peu d'équilibre. Ensuite, si on regarde les prix Nobel, eh bien, il y a au moins 2 prix Nobel qui auraient dû être attribués à des femmes en astronomie et qui ne l'ont pas été. Il y en a peut-être même plus, mais il y a d'une part Henrietta Leavitt, une Américaine, qui a découvert quelque chose d'extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la relation période-luminosité des étoiles céphéides. Alors là, je vous parle chinois, mais je vais traduire. Les étoiles céphéides, ce sont des étoiles qui ont une propriété particulière, c'est que leur éclat varie, et il varie de façon périodique. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est qu'un cycle, quelque chose de périodique, c'est quelque chose qui revient à l'identique au bout d'un certain temps. Eh bien, ces étoiles ont une luminosité, donc la quantité de lumière qu'elles émettent, et donc la quantité de lumière que nous recevons, qui varie de façon périodique. Alors, on l'appelle la relation période-luminosité, on ne l'appelle pas la relation de Leavitt, alors qu'on pourrait très bien l'appeler la relation de Leavitt, comme il y a la relation de Hubble pour la distance des galaxies. Non, elle a été un petit peu oubliée. Et cette relation, donc la relation de Leavitt, appelons-la comme ça pour ce soir, a permis de déterminer les distances des galaxies. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'en mesurant la période des céphéides, on peut mesurer leur distance. Et si ensuite on arrive à identifier des étoiles céphéides dans des galaxies extérieures à notre galaxie, la Voie lactée, c'est-à-dire par exemple la galaxie d'Andromède ou bien les galaxies des nuages de Magellan, eh bien on va pouvoir mesurer, en mesurant la période, on va pouvoir estimer leur distance. Donc c'est une découverte vraiment très importante. Et lorsque le comité Nobel a proposé de lui accorder le prix Nobel, elle était décédée et ce n'est pas possible d'accorder un prix Nobel à titre posthume, donc elle n'a pas eu le prix Nobel. Un deuxième exemple, c'est Jocelyn Bell. C'était à l'époque une doctorante qui travaillait en Angleterre avec Anthony Hewish sur les pulsars. Les pulsars, ce sont des étoiles très très particulières qui sont en fait le résidu d'étoiles très massives et qui deviennent extrêmement denses, extrêmement petites et qui tournent très très vite sur elles-mêmes. Et elles émettent un signal qui ressemble un petit peu au signal à la lumière émise par un phare. Les phares sur les côtes qui émettent un signal dans un faisceau étroit et balayent le ciel. Les pulsars, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont des étoiles qui tournent sur elles-mêmes en émettant de la lumière, mais dans un faisceau, pas dans toutes les directions. Et si on intercepte ce faisceau, on va arriver à déterminer les propriétés du pulsar. Donc Jocelyn Bell a découvert les pulsars, et en particulier donc leur émission très particulière, mais le prix Nobel est allé à Anthony Hewish, qui n'a pas souhaité l'associer à son prix. Il y a un troisième exemple dont je ne vous parlerai pas parce que c'est un peu triste. C'est une astronome américaine qui s'appelle Vera Rubin, qui est toujours en vie, mais qui est malheureusement atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, elle mériterait, elle aussi, un prix Nobel pour sa découverte son observation de la manière dont les galaxies tournent, qui est une indication très forte de l'existence de matière noire, c'est-à-dire de matière qui a une masse, mais qui n'émet pas de lumière et qui est une composante importante, semble-t-il, de l'univers. Mais Vera Rubin ne peut plus travailler, bien sûr, et ne serait pas capable d'aller recevoir son prix Nobel s'il lui était attribué. Et d'après ce qu'on m'a dit, le comité Nobel n'envisage pas cette possibilité, donc elle n'aura pas le prix Nobel non plus. C'est pour ça que, bon, je ne vais pas en parler trop ici, mais voilà, j'ai appris ça récemment et ça m'a fait de la peine pour elle parce que c'est quelqu'un aussi de très remarquable. Et puis, si on étend maintenant, si on va jusqu'à la physique et la chimie, en sortant de l'astronomie simplement, eh bien, il y a eu très peu de prix Nobel de physique ou de chimie qui ont été attribués à des femmes.
Bien sûr, en France, on pense immédiatement à Marie Curie. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue de vous citer une femme scientifique, s'il arrive à en citer une, ce qui est quand même assez fréquent, c'est Marie Curie. Et souvent, si vous lui demandez un deuxième nom, il ne saura pas. Mais Marie Curie, bien sûr, elle a eu 2 prix Nobel, un avec son mari d'abord, et avec Henri Becquerel pour la découverte de la radioactivité naturelle, et puis un 2e prix Nobel de chimie, cette fois toute seule, en 1911, pour la découverte du radium et du polonium. Et Marie Curie, ce qu'on ne sait pas forcément, a été refusée par l'Académie des sciences. Elle s'est présentée à l'Académie des sciences. Elle aurait très bien pu être à l'Académie des sciences. Maintenant, il a fallu attendre 1979, Yvonne Choquet-Bruat. Donc, Marie Curie n'a pas été membre de l'Académie des sciences en France, et c'est bien dommage. Et puis, sa fille, Irène Joliot-Curie, prix Nobel de chimie aussi, avec son mari Frédéric Joliot, pour la synthèse de nouveaux éléments radioactifs. Donc, vous voyez, là, on voit quand même un progrès, puisque on a vu qu'au XIXe siècle, les femmes étaient l'assistante de leur mari, et c'était les maris qui avaient tous les honneurs. Bon, là, Irène Joliot-Curie a quand même partagé le prix Nobel avec son mari, parce qu'elle avait travaillé avec lui tout le temps. Donc, il y a eu quand même... ça a été un petit peu plus juste. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Si on fait un petit retour en arrière, je vous ai dit en 1881, l'université s'ouvre aux femmes. En 1882, l'école est devenue laïque, et c'est un bon endroit pour en parler, gratuite, obligatoire pour les filles et les garçons, séparés bien sûr, parce qu'à l'époque, on ne mettait pas les garçons et les filles dans la même école, jusqu'à 12 ans. C'est la loi Jules Ferry. Donc cet âge de 12 ans ensuite a été repoussé à 14 puis à 16 ans. Mais vous voyez, 1882, c'est une étape très importante parce que l'éducation, au moins jusqu'à ce qu'on appelait le certificat d'études, devient obligatoire aussi pour les filles jusqu'à 12 ans. En 1924, le baccalauréat devient identique pour les filles et les garçons. Jusque-là, il y avait un baccalauréat pour les filles et un baccalauréat pour les garçons. Je ne sais pas pour les filles quand c'est devenu, quand l'appellation baccalauréat est apparue, mais ma grand-mère a passé son brevet élémentaire parce que le baccalauréat n'était pas ouvert aux filles. Elle était née en 1891 et donc elle a dû le passer vers 18 ans, donc vers 1919, oui, dans les années 1900, vers la fin des années 1910. Donc le baccalauréat s'est ouvert aux filles vraiment en 1924, c'est-à-dire qu'il avait le même niveau pour les deux. Ensuite, en 1975, le collège est devenu unique, donc le collège, les 4 premières années d'études secondaires, avec mixité dans tous les établissements scolaires. Vous voyez, donc il s'est passé quand même 50 ans entre la date du baccalauréat et l'ouverture du collège unique. Et puis ensuite, en 2000, a été signée une convention interministérielle pour l'égalité des chances entre filles et garçons, entre femmes et hommes, dans le système éducatif. Très bien. Mais si on regarde les études, d'abord avant le bac, si on regarde les pourcentages de filles au lycée général, en terminale S, il y a 47% de filles, en terminale ES, 62%, en filière littéraire, 79%, et puis bon, ensuite en sciences médico-sociales, 93%, en sciences de l'ingénieur, 10%, sciences et techniques de l'ingénieur, 10%. Et puis alors STL et STT, je vous avoue que je ne sais plus ce que c'est. Je vais dire des bêtises. Quelqu'un le sait dans la salle? STI, c'est déjà sciences et techniques de l'ingénieur. STL, ça me paraît beaucoup, 55% de filles. Donc je pense que c'est autre chose, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. Enfin, en tout cas, 53% des bacheliers sont des bachelières. Et les pourcentages, si on regarde les pourcentages de réussite au bac, c'est 90% pour les filles et 86% pour les garçons, bon, tout bac confondu. Et en lycée professionnel,
eh bien, et vous avez 13% de filles au niveau de la production et 74% de filles au niveau des services. C'est-à-dire que les filles ont tendance à s'orienter vers tout ce qui est service, tout ce qui est social, tout ce qui est médico-social, et pas beaucoup vers tous les métiers techniques. Ensuite, si on regarde ce qui se passe après le bac, après le lycée, donc, eh bien, vous avez en classe préparatoire, vous avez 76% de filles dans les classes littéraires et 30% de filles en classe scientifique. Donc, vous voyez, dès le 47% de filles en terminale S, mais plus que 30% de filles en classe préparatoire scientifique et 27% de filles en école d'ingénieur. Donc, ce n'est pas la moitié. À l'université, vous avez 62% de filles en sciences de la vie, 34% en sciences de la matière, 19% en sciences de l'ingénieur et 75% en lettres. Alors, je vous donne quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous donner tout de manière complètement détaillée, mais on voit très bien déjà qu'il y a un déséquilibre. Alors, si on regarde maintenant du côté des femmes, mais qui ont un métier, les enseignantes chercheuses dans l'enseignement supérieur en France représentent 44% des maîtres de conférences, mais seulement 22,5% des professeurs. Donc, déjà, bon, les maîtres de conférences, 44%, on n'est pas très loin des 50%, on ne va pas exagérer, on ne va pas chipoter. Mais il y a un plafond de verre, c'est-à-dire qu'elles ne passent pas professeurs. Donc, dans les universités, vous avez en gros 2 grades, les maîtres de conférences, qui est donc l'échelon inférieur, et les professeurs, qui est le niveau supérieur. Ben, il y a à peu près presque la moitié des maîtres de conférences qui ne deviennent jamais professeurs. En droit, vous avez 48% de maîtres de conférences, 27% de professeurs. En lettres, vous avez 56% de maîtres de conférences et 36% de professeurs. Dans les sciences de la santé, donc médecine et autres, vous avez 52% de maîtres de conférences et seulement 18% de professeurs. Alors, quand on parle de mandarinat en médecine, on dit non, non, c'est fini, c'est fini. Et puis, quand on parle aux étudiants en médecine, aux étudiants avancés, je dirais aux internes en médecine, ben, ils vous disent que si, il y a encore du mandarinat en médecine et ces chiffres-là semblent le confirmer. Alors, pas partout, bien sûr, mais... Et puis en sciences, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, vous avez 33% de femmes maîtres de conférences et seulement 17% des professeurs. Alors il y a un petit progrès mais, avec les années, mais vous voyez qu'on est encore très très loin de la parité. Les femmes au CNRS, donc, le CNRS, c'est donc un organisme de recherche où on fait uniquement de la recherche, on ne fait pas d'enseignement, sauf si on le souhaite, mais enfin, l'enseignement ne fait pas partie des obligations des chercheurs au CNRS. Eh bien, vous avez 33% des chercheurs au CNRS qui sont des femmes, donc un tiers, pas la moitié, et elles ne sont que 27% parmi les directeurs de recherche. Donc au CNRS, c'est comme à l'université, mais les intitulés sont différents, c'est-à-dire que vous avez les chargés de recherche et les directeurs de recherche, mais c'est pareil, vous avez 2 grades. Ensuite, à l'intérieur de chaque grade, vous avez 2 ou 3 niveaux, mais peu importe. Et parmi l'ensemble des chercheurs, mais vous avez des pourcentages de femmes qui varient beaucoup suivant les disciplines. C'est-à-dire que vous avez 17% de femmes en maths, au CNRS. Hein, là, je vous parle du CNRS. Tout à l'heure, je vous ai dit 10% globalement. Au CNRS, il y a 17% de femmes en mathématiques, 21% en physique, 32% en chimie, 42% en biologie, 46% en sciences humaines. Donc, vous voyez, on n'arrive pas du tout même à dépasser, à atteindre 50% au CNRS dans aucune discipline. On pourrait s'y attendre, pourtant, ben non. Et 43% des ingénieurs sont des femmes, 66% des techniciens et administratifs sont des femmes. Donc, pourtant, le CNRS fait de gros efforts. Il existe au CNRS depuis 15 ans la mission pour la place des femmes au CNRS. Et cette mission pour la place des femmes au CNRS organise après-demain un grand colloque, justement, sur la place des femmes au CNRS. Alors, je ne sais pas s'il reste des places, si jamais certains et certaines d'entre vous souhaitent y participer. Moi, je vais y aller, ça va être très intéressant. En tout cas, ils font un travail très important, justement,
de statistiques sexuées, c'est-à-dire qu'on a vraiment les statistiques, tous ces chiffres-là, je les tiens de documents publiés par le CNRS, on n'a pas l'équivalent dans les universités, année après année, et là, ils font vraiment un travail très, très, très intéressant. Alors, on progresse quand même, hein. Je vous dis, on progresse lentement. Oui, on progresse lentement. Si on compare les chiffres entre 1992 et 2010, par exemple, le nombre de chercheurs dans le public et dans le privé, vous voyez que vous avez dans le public 27% de femmes en 1992. Public, ça veut dire tout le monde, donc à la fois le CNRS, les universités et puis différents organismes comme l'INSERM, l'Institut Pasteur, enfin. Vous avez 27% de femmes en 1992 et 34,5% aujourd'hui, enfin en 2010. Bon, ça a augmenté. C'est pas vraiment spectaculaire, mais enfin, bon, c'est pas ridicule. Dans le privé, ça a augmenté aussi, peut-être un peu plus lentement. 15% de femmes chercheurs en 1992, 19,5% aujourd'hui, enfin en 2010. Donc, vous voyez, il y a encore de la marge pour atteindre l'égalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il ne faut surtout pas baisser les bras. D'autant plus qu'on sait que le monde moderne a besoin d'énormément de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens. Donc, et ce sont des domaines où on trouve encore du travail. Donc, c'est dommage de ne pas en profiter. Parfois, il y a des postes qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas suffisamment de scientifiques. Alors, il faut absolument pousser les jeunes à faire des études scientifiques, quand ils le souhaitent, bien sûr, s'ils n'en ont pas envie, et en particulier les filles, parce que vous voyez que du côté des filles, il y a quand même beaucoup de travail. Alors, c'est à ça que nous nous employons à l'association Femmes et Sciences, à laquelle j'appartiens depuis plus de 10 ans maintenant, avec les associations Femmes et Mathématiques, qui est une association plus ancienne, et Femmes Ingénieurs. Nous allons dans des forums de métiers, nous présentons et nous avons sur notre site internet des petits films et puis des présentations de parcours de femmes scientifiques auxquelles les filles peuvent s'identifier parce que il n'y a pas de femmes scientifiques à la télé, il y en a très peu dans les journaux, puis les jeunes ne lisent pas beaucoup les journaux. Donc, comment est-ce qu'une jeune fille ou jeune femme peut s'identifier avec une femme scientifique si elle n'en connaît pas, s'il n'y en a pas dans son environnement immédiat? C'est beaucoup plus, c'est difficile. Et il y a eu un concours de dessin dans des écoles primaires il y a quelques années. Dessine-moi un scientifique. Ben, c'était un scientifique, c'était pas une scientifique. Donc, il dessinait toujours des hommes avec des blouses blanches. Et puis, un astronome, ben, c'était forcément un homme avec une grande barbe et un chapeau pointu. Voilà. Donc, tout ça, on essaye de faire quelque chose. Alors, on a appris, moi, j'ai appris le 10 février que le 11 février venait d'être consacré Journée des femmes et des filles en sciences par l'ONU, les Nations Unies. Alors, bien sûr, c'était le 10 février, on ne pouvait pas faire grand-chose pour le 11. Par contre, l'année prochaine, on compte bien faire des actions pour le 11 février, pas seulement pour le 8 mars, en particulier dans les établissements scolaires, justement, pour essayer d'inciter les filles à faire des sciences. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez aller regarder sur le site de Femmes et Sciences, on présente pas mal de choses, et sur les sites aussi de Femmes et Mathématiques et Femmes Ingénieurs. Et ben, vous voyez que la route est encore longue et il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je crois que j'ai tenu 1 heure et pas plus.